Bonsoir, Julie. Je suis ravie de cette rencontre et puis de pouvoir échanger avec vous à propos d'Aimé Castin et de cette école du ciel. J'ai beaucoup aimé votre livre et vous y abordez plein de thématiques sur lesquelles on va revenir pendant cette rencontre, comme la création artistique, celle d'un peintre, mais aussi d'un écrivain. Vous parlez de liberté, celle de créer. Vous nous livrez aussi j'ai trouvé des réflexions très intéressantes sur le couple et ce qui fonde une relation. Et à la lecture du livre, en fait, on ressent quelque chose d'apaisant. Je ne sais pas si la période a rendu cette lecture particulièrement apaisante, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une invitation à prendre le temps, à revenir à des choses essentielles et une sorte d'hymne à la nature aussi. Justement, votre livre est paru juste avant le confinement, le 11 mars, et je souhaitais savoir ce que vous aviez ressenti à ce moment-là. C'est votre 25e livre, je crois. Oui, Et comment avez-vous vécu cette période? Oula, c'est une question. Je l'ai senti comme une preuve, comme une épreuve, Ouais. mais aussi comme une invitation à dépasser voilà, des déceptions, des peurs. La déception, évidemment, c'est de voir qu'un livre pour lequel on a travaillé pendant 3 ans est soudain pris en otage. Une déception que j'ai surmontée ensuite à cause du confinement. Mhm. Ça m'est difficile de répondre comment j'ai vécu. Je suis passée par un tas d'états d'âme. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On est passé par un tas d'états d'âme, de l'exaltation à l'abattement, de l'espoir à voilà. Donc c'était un laboratoire d'âme, si je puis dire, un laboratoire d'émotions Est-ce intéressant. que c'est un laboratoire qui a pu être inspirant ou Ben, pas du tout? inspirant. Moi, je crois plus au travail qu'à l'inspiration, d'une manière générale, Ouais. hein, pour l'écrivain. Je ne crois pas trop à l'inspiration de l'écrivain, je crois plutôt à son obstination. Ouais. Je suis en train d'écrire un livre sur l'Inde, enfin, résultat d'un voyage en Inde, et bon, j'ai continué à travailler sur ce livre. Et comme c'était un récit de voyage, ça me permettait de m'évader aussi pendant le confinement. Donc c'était pas Un mal. bon moyen. Ouais, c'était Alors, un bon moyen. vous parliez d'obstination et vous nous emmenez à la rencontre d'une femme assez obstinée, Aimée Castin. Avant qu'on creuse davantage sa personnalité, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu qui elle était? Quelle était mais c'était à l'origine une bergère des Alpes de Haute-Provence. Comme le livre le raconte, j'ai fait sa connaissance en fait en acquérant une maison qui Donc, appartenait à sa famille. Euh, d'accord. elle a eu une petite renommée dans les années 80, quand l'art dit naïf, on y reviendra si vous voulez, avait encore quand même une certaine audience. Et elle a été pendant 10 ans à peu près la bergère peintre qu'on venait visiter et qui près de Manosque. Voilà. Et puis D'accord. ensuite, malheureusement, elle a subi une attaque. Ça, je ne le dis pas trop dans le livre. Elle s'est arrêtée de peindre et elle a passé les 15 dernières années de sa vie, évidemment, dans un état proche du coma. Donc, elle n'a peint que, je dirais, pendant 20 ans. Mais elle a peint d'une façon sa production est énorme. Elle a peint beaucoup, beaucoup. J'aime Ah, bien. d'accord. Oui, oui. Elle a, de 50 ans, elle a travaillé entre 50 et 70 ans. Elle a peint des centaines de tableaux. J'aime bien que vous parliez d'obstination, puisque cette femme qui était une autodidacte, Oui. une femme humble, euh, pour accéder, comme elle a pu accéder à des expositions, à avoir vraiment un rayonnement qui allait au-delà des Alpes de Haute-Provence, hein, puisqu'elle a déploie le musée naïf de Laval, l'étoile à Mhm. Nice aussi. Il a vraiment fallu preuve d'obstination, vraiment. Et alors, comment l'avez-vous rencontré? Est-ce que c'est un petit carnet beige qui a été le point de rencontre? Non, c'est pas. C'est comme je le marque c'est comme je le dis dans le roman. Là, le roman n'est pas un mentir vrai. C'est en achetant cette maison, en fait, la maison appartenait à sa famille. Et c'est quand D'accord. on est allé signer le compromis de vente, et on est passé on est allé voir ces gens avant de signer le compromis. Ils nous ont invités à déjeuner, comme je le dis dans le roman. D'accord. Donc, tout ça est Les vrai. murs découverts. C'est vraiment comme dans le roman, quoi. Les murs, on est arrivé, on est entré dans une maison et les murs étaient couverts de tableaux et les tableaux étaient d'une fraîcheur,
d'une sincérité, d'une joie, Questin, c'est la joie. Peut-être si on arrive à diffuser une peinture, ça serait chouette pour les lecteurs, savoir de quel type de peinture on parle. Parce qu'effectivement, en vous lisant, c'est la première chose, en tout cas moi, que j'ai eu envie de faire, c'est d'aller voir le type de peinture que faisait Aimé. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est intéressant parce qu'en même temps, on va dire que d'une façon spontanée, c'est naïf. Oui, sauf que la composition, elle n'est pas naïve du tout. Hein, on pourrait même dire que c'est comme des compositions en chemin de croix. Ouais. Donc, c'est ça qui est très, très beau. Tu voyez, il y a un choix très délibéré de teintes, hein, un choix même assez puissant. Donc, on est dans quelque chose de très particulier. Vous savez, qu'est-ce qu'un peintre? Un peintre, c'est quelqu'un qui a un univers qui ne ressemble à aucun autre. Hein. Que ce soit Nicolas de Staël, Klein. Ouais, que vous évoquez tous les deux dans le livre. J'évoque, c'est pour ça que ou Castin. Ouais. Après, on peut faire des hiérarchies, évidemment, mais ce qui compte au début, c'est la singularité d'un univers, la singularité, évidemment, de la vision. Et qu'est-ce qui vous a touché dans cet univers qui fait qu'à un moment, vous avez eu envie d'écrire sur elle? Ce qui m'a touché, c'était d'essayer de comprendre comment une bergère qui a élevé 4 enfants jusqu'à 50 ans, qui a travaillé, qui a trimé, comme on trimait là-bas encore d'ailleurs, a pu soudain s'épanouir et s'accomplir dans quelque chose d'aussi singulier que la peinture. Voilà. Et j'avoue qu'après avoir vu ces livres, après avoir vu ces peintures, je fais souvent les deux sont proches et ils sont très liés dans votre livre. C'est pour ça que j'ai fait dans le livre, ils sont très liés évidemment. Ces toiles m'ont obsédée, c'est-à-dire qu'après je ne pouvais pas ne pas penser à ces toiles. Voilà. Vous savez, écrire, c'est aussi répondre à une obsession. Hein. Écrire, que ce soit, voilà, on est obsédé par une image, on est obsédé par une situation, on est obsédé parfois par un fait divers, et c'est cette obsession dont on ne se décolle pas qui va accoucher d'un livre. Alors, dans ce livre, la narratrice est une femme, écrivain, parisienne, qui se prénomme, on l'apprend après un certain nombre de pages, Elisabeth. Est-ce que vous nous racontez votre histoire? Tout à fait. D'accord. Parce que vous dites au début du livre, Aimé, c'est un personnage réel, mais pour le reste, j'ai inventé. Oui, oui, mais là, si je peux dire, il y a le jeu. Vous savez, j'ai commencé à écrire le livre avec une troisième personne du singulier, ça ne marche pas. Oui. Ça ne fonctionne pas. D'accord. C'était trop personnel. Voilà, je n'ai pas essayé de user. Hein. Alors, c'est peut-être un peu le jeu proustien du longtemps je me suis couché de bonne heure. Hein. Voilà, c'est un peu ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est dans un jeu, évidemment, littéraire, mais qui est dans Proust, le jeu de la recherche, c'est quand même Proust. Même si, voilà. Alors, on va reparler de Proust un petit peu plus tard. J'ai trouvé que c'était une construction très, très originale parce que vous mêlez les deux récits. À la fois, on découvre Aimé depuis son enfance jusqu'à la découverte de la peinture et puis on suit aussi un autre couple parallèlement, celui que forment Elisabeth et Daniel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui les conduit tous les deux à partir en Haute-Provence? Ils sont parisiens. Ils arrivent en Haute-Provence, donc dans cette maison. Alors déjà, je suis très touchée que vous ayez remarqué la construction, parce que la construction m'a pris à peu près 1 an. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, 6, 7 versions, parce que l'art du roman, c'est l'art du temps aussi. Et il fallait vraiment que je puisse exprimer le temps, c'est-à-dire le temps du rêve d'avoir une maison, le temps de chercher une maison, le temps d'aménager une maison, 3 temps différents, dans un seul roman. Et puis après, il mêlait évidemment le temps d'une femme qui a vécu un petit peu avant, mais qui est aussi, on s'aperçoit, qui est vivante aussi. Donc c'est un tas de liens du temps, et ça, c'était très très compliqué. Mais en même temps, c'est ce qui fait la joie quand j'écris, c'est la structure qui fait ma joie, parce que c'est compliqué. C'est réussi.
Ouais, bah, merci. C'est un vrai équilibre. Non, non, mais c'est pas évident parce qu'il y a effectivement, vous passez de l'un à l'autre, parfois dans des passages très courts. Hein. C'est ça qui est surprenant parce que pour avoir lu quelquefois ce type de construction, là, c'est parfois quelques phrases, un paragraphe qui nous ramènent d'une histoire à l'autre et qui fait qu'elles avancent en parallèle. Donc, c'est très, très intéressant. Tout à fait. C'est comme un montage au cinéma. Hein. C'est comme Oui, exactement. Tarkovsky, il y a des Ouais. cinéastes. Tarkovsky, c'est peut-être assez immodeste, mais voilà, c'est vraiment, je compare toujours ça au montage de cinéma, où on va, par exemple, ou Chris Marker qui va insérer une seule image. Voilà, donc ce sont des cinéastes que j'aime beaucoup et peut-être qui m'inspirent d'une façon inconsciente. Pour en venir à votre question, que je n'ai pas Oui. perdue, je l'ai toujours en tête, qu'est-ce qui conduit un couple en Provence? Deux choses. L'envie de vivre d'une façon plus sereine, plus à l'écoute des émotions, et puis l'envie de fonder leur couple en dehors des enfants, en dehors du pouvoir, en dehors, parce qu'il y a des couples qui se fondent sur le pouvoir, hein, des couples du pouvoir, on en connaît beaucoup, en dehors, voilà, donc et ce couple ont le sentiment qu'en achetant une maison ensemble, en faisant un nid, comme on dit, ils vont pouvoir épanouir et asseoir et stabiliser une relation qui, comme on le montre, Daniel est un être très explosif, très, voilà, qui est une relation qui n'est pas de tout repos. Ouais. Alors que la maison, c'est vraiment le socle, quoi. Donc, c'est leur socle, c'est la pierre qui les unit. Voilà, le rêve de Pierre. Exactement. Alors, Paul Éluard disait qu'il n'y avait pas de hasard, mais que des rendez-vous. Et une partie de votre livre, d'ailleurs, s'appelle Guidés. Et on a l'impression qu'Elisabeth et Daniel sont guidés par une force dans cette maison. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient rendez-vous tous les deux avec ce lieu très particulier? Est-ce que c'était un rendez-vous? Moi, je crois profondément aux conspirations des destins, aux conspirations des dieux, aux conspirations des morts, parce qu'il y a aussi un mort qui est très important, hein, dans ce livre. Qui les conduit un petit peu là. Cousin, et j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été conduit par lui, par mon cousin Jean-François, dans ce lieu. Donc oui, je pense que le couple est guidé, en effet, c'est pas pour rien que j'ai mis guidé, guidé par, voilà, par les dieux, par les hasards, par les morts qui, à mon avis, nous veulent du bien, en tout cas. Vous écrivez, j'ai trouvé ça très très beau, que ce qu'on recherche dans un lieu, ce n'est pas le présent mais l'avenir, que ce n'est pas le réel mais c'est le possible. J'ai trouvé ça très, très fin. Est-ce que vous êtes sensible vous aussi à la mémoire des lieux? Tout à fait. Tout à fait. Comment ne pas être sensible à la mémoire de lieu quand on écrit, de toute façon, hein, ça c'est évident. Et puis, bizarrement, j'ai toujours été conduite. Vous voyez l'endroit d'où je vous parle, là, qui est à Paris. Camille Claudel a habité alors pas dans l'appartement, mais dans l'immeuble. Camille Claudel habitait dans l'immeuble. Et bizarrement, voilà, j'ai été conduite. Donc, on ne peut pas ne pas croire à des choses un peu surnaturelles. Hein. Alors après, est-ce que nos croyances nous ouvrent à ce genre de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis très sensible, évidemment, je suis très sensible au lieu. Ça, c'est clair. Oui, bien sûr. Alors, dans votre livre, donc Elisabeth et Daniel découvrent cette maison. Ils tombent sous le charme immédiatement. Et puis, ils vont, comme vous l'expliquez, ce qui a dû vous arriver, ils vont rencontrer les vendeurs. Et là, ils tombent totalement sous le charme. C'est même plus que ça, hein, c'est une nouvelle rencontre, celle des tableaux d'Aimée, qui était donc la mère de la personne qui vous a vendu la maison. Quel a été l'effet de ces tableaux sur eux? Comment vous pouvez expliquer? Mais soudain, c'est un peu comme le coup de foudre. Hein. Dans le coup de foudre, on est soudain, on a le sentiment d'être vu par quelqu'un ou d'être, oui, il y a une osmose entre deux rêveries, deux espoirs, deux univers. Et là, on a eu. C'est bon?
Ah oui, oui, excusez-moi, oui, parce que j'étais un peu, comme j'ai vu l'image. Euh, Là, on a été habité par la joie, et là, on a été sensible à la joie et à la. C'est un peu difficile de parler quand on parle d'art, de création, de sincérité, parce qu'évidemment, il y a tout le processus de création. Mhm. Mais néanmoins, là, par exemple, vous voyez, il y a aucune prétention, en fait. Et ça aussi Ouais, qui. elle est très humble. Ouais. Voilà, il y a Alors, aucune je pense que prétention. ouais, c'est intéressant pour comprendre qui était Aimée, de revenir à son enfance. Est-ce que vous pourriez nous parler d'elle, petite fille, et comment finalement elle est arrivée à peindre? On l'évoquait tout à l'heure, à 50 ans, c'est tard. D'où vient-elle, hein? Qui était Aimée? Aimée, eh bien, c'est la fille d'un couple de métayers, eux-mêmes orphelins. Hein. Mhm. Donc, il faut imaginer, des métayers, c'est des gens sans terre qui cultivent la terre des autres. C'est un couple donc sans grand argent, qui ont déjà une fille, qui ont attendu longtemps pour avoir une autre fille. Ils espèrent un garçon. Évidemment, le garçon est celui qui va pouvoir faire fructifier le bien. Ils ont une petite fille qui est très fragile de santé et qui va vivre dans une zone un petit peu marécageuse. Hein, donc voilà, donc c'est tout au début, tout conspire à ce que cet enfant soit fragile, comment dirais-je, presque les parents sont un peu déçus de la voir. Enfin voilà. Donc ça, c'est le début de sa vie. Ensuite, elle va avoir une vie jusqu'à 50 ans assez, je dirais, assez banale. Elle est quand même super douée. Elle se révèle toute petite, vous Voilà. écrivez, Alors, très douée voilà, ce qui n'est pas banal, et curieuse. Ouais. voilà, ce qui n'est pas banal, c'est la vision qu'elle a sur le monde. Et ça ne Mm. s'explique pas, Julie. C'est-à-dire, voilà, il y a des êtres qui ont des vies apparemment banales, mais qui ont, bah, ça peut être le facteur cheval, par exemple, hein, Ouais. voilà, mais qui ont des visions absolument poétiques, singulières, qui ne ressemblent à aucune autre. Donc, en effet, elle est dès le début de sa vie. Mais ça, je dois dire que j'ai un petit peu aussi j'ai pensé aussi à l'enfant que j'avais été, je dois dire. L'enfant que j'étais toujours, quand j'étais tout enfant, je m'intéressais profondément aux insectes, à toutes les choses Ouais. minuscules autour de moi. Donc ça, j'ai mis Donc aussi elle, beaucoup de moi dans l'enfance d'Aimée, parce qu'évidemment, bah, il faut, j'imagine. oui, parce il y a peu de choses qu'on sait d'elle finalement. Donc il Il y a fallait assez peu de aussi. choses, oui, il y a assez peu de choses. Elle n'a pas laissé Ouais. de texte vraiment autobiographique. Et, voilà. Ouais. Donc, et puis ensuite, quand on est fermier, quand on est métayer, quand on est sans argent, eh bien, on essaie les parents essayent de vous marier et elle va se marier avec un fermier qui a un peu plus de terre, un peu plus de richesse. Et puis tout de Oui, suite, mais elle. pas n'importe. Excusez-moi, Pardon. mais pas n'importe lequel, hein, parce que je la trouve très, très affirmée. Et vous expliquez qu'à 16 ans, en fait, elle veut pas épouser n'importe quel homme. Elle Et veut elle a des idées assez féministes en Elle a des réalité. idées Elle veut. féministes qui lui ont été inculquées en partie par son institutrice, qui était une Oui, institutrice assez exceptionnelle. Alors là, Madame Logier. alors elle, qui n'est pas un personnage inventé, hein, qui est vraiment son institutrice. J'ai d'ailleurs été aux archives nationales, enfin, départementales de Digne, parce que je sentais que c'était vraiment une personne, une institutrice comme on en rencontre peu. J'ai fait des recherches pour aller un peu plus loin et en effet, c'était une femme exceptionnelle. Et c'est au contact de cette institutrice très Troisième République, hein, qui ne pense qu'à élever ses élèves, élever Ouais. dans leur âme, les élever dans leur émotion, qu'aimer, c'était a épanoui sa curiosité naturelle. Donc ça, c'est Mhm. voilà. Donc elle a ça, et en effet, elle est très. Je pense qu'elle aurait aimé être institutrice elle-même. Je pense qu'elle aurait, Oui, sans doute. Oui. voilà, elle aurait aimé transmettre le savoir qu'on lui a donné, qu'elle va transmettre d'une autre manière, évidemment. Oui. Alors, elle se met à peindre donc assez tardivement. Quel a été le déclic qui fait qu'un jour, elle s'est mise à peindre? Et il y a un monsieur Sardou qui est Oui, intéressant. oui, tout à fait. Bien dans la ferme qu'elle habite avec son mari et ses enfants, hein, puisque là, nombreuses années sont Oui, passées. Il y a un peintre niçois qui s'installe, bon, comme un homme de la ville, hein, comme oui. aujourd'hui ça se fait. Là, c'était dans les années 70, retour à la terre. Et donc, c'est par lui, par son contact, qu'elle va oser se lancer. Hein, Mhm. qu'elle va oser se lancer, puisque elle a.
Elle n'a eu accès à aucun livre, elle n'a eu accès évidemment à aucun enseignement de peinture. Hein, et c'est lui, en voyant en voyant la manière dont elle regarde les choses, en voyant ses petites collections. C'est une femme qui collectionnait les nids d'oiseaux, les fruits des arbres. Voilà, en voyant ça, il va beaucoup l'encourager. C'est lui Mhm. qui va débrider, si je puis dire, sa timidité. Et alors, elle commence, c'est très intéressant, et je crois que c'est aussi ce qui figure sur la couverture de votre livre, elle commence par découvrir les couleurs. Hein. Avant de se mettre à dessiner vraiment quelque chose, elle entre en contact avec les couleurs. Et vous écrivez, l'important, c'est de commencer. Oui. Est-ce que on peut faire le parallèle pour toutes les créations? Est-ce que pour vous, l'écriture aussi, l'important, c'est de commencer? Tout à fait. D'ailleurs, quand j'ai des amis qui me disent j'aimerais écrire un livre, j'aimerais écrire quelque chose, Ouais. c'est exactement ce que je leur dis. Je leur dis commence, assieds-toi, lève-toi un peu plus tôt le matin et mets-toi une page et commence. C'est vrai. L'important, c'est de commencer. On peut évidemment broder, faire des magnifiques tableaux dans la tête ou des magnifiques livres, des chefs-d'œuvre Ouais. dans la tête, mais tant qu'on n'est pas à l'ouvrage, si je puis dire. Donc c'est sûr, oui, l'important c'est de commencer. Je mets cette citation dans la bouche de Monsieur Sardou, mais en fait c'est moi qui parle. D'accord. Et alors Alors, pardonnez-moi, pour en venir aux oui, je couleurs, vous elle a écoute. vraiment commencé en chippant la boîte de couleurs de ses enfants. Ouais, c'est amusant. Ouais, donc j'ai Euh, imaginé, voilà, avec les godets de couleurs, il n'y a pas ouais. beaucoup, donc couleurs primaires, très simple. Et alors, quelle a été la réaction de son mari aussi? Je trouve que c'est un couple très touchant. C'est amusant de voir la progression de leur relation. Comment a-t-il réagi au début quand elle s'est mise à peindre et à vouloir accrocher ses tableaux chez elle? Au début, c'est tout travail qui n'est pas donné à la ferme, mais du travail volé. Et tout Mhm. travail qui n'est pas tout temps, plus exactement, tout temps. Et d'ailleurs, je parle beaucoup du temps, elle vole du temps. Oui, oui, Elle vole du temps le soir. Et Aimé Castin peignait longtemps peint la nuit, très tôt le matin, vers 3h, 4h du matin. c'est pas forcément très loin de la vie d'un écrivain en tout cas tel que je peux le concevoir. C'est pas. Oui, Il faut après, un trouver du écrivain n'a temps. pas forcément à garder des brebis C'est vrai. ou à couper, à couper du bois. Parce qu'elle, elle avait non seulement 4 enfants à s'occuper, c'est pour ça qu'elle a commencé à peindre quand les enfants étaient grands. Mais ensuite, elle avait le troupeau, Oui. la ferme. Donc voilà, donc c'était vraiment, c'est du temps volé. Donc ce temps volé, ça n'a pas vraiment été au goût de son mari, qui était un homme dur à la tâche, très dur à la tâche. Et puis peu à peu, quand Aimé a commencé à se faire un nom, et quand elle a commencé à vendre, Oui. évidemment, il a jeté un autre regard sur les feuilles de sa femme. Voilà. Et après, Ouais, c'est il est intéressant. fier d'elle. Ouais. Alors, comme on l'a dit, l'histoire d'Aimée et celle d'Élisabeth sont très imbriquées l'une et l'autre. Et vous décrivez Élisabeth quand elle arrive dans cette région, un peu pas en mal d'écriture, mais en tout cas avec des difficultés pour écrire. Il y a des passages très amusants pour le lecteur où vous racontez sa difficulté quand elle se retrouve à un rendez-vous avec son éditeur pour lui dire que finalement, elle a pas elle dit qu'elle a commencé à écrire, mais elle n'a pas vraiment commencé à écrire. Dans quel état d'esprit elle arrive dans cette région, donc en Haute-Provence? Elle arrive où j'arrive, hein, on va pas, dans un état d'esprit où elle aimerait être invisible, hein, Ouais. elle aimerait se faire oublier. Peut-être elle arrive aussi peut-être dans un état de crise. On est après les attentats, Ouais. voilà. Donc elle arrive peut-être avec un fantasme de recommencer une autre vie. Ouais. Se mettre à l'école de la bergère, d'ailleurs, à un moment on le dit, se mettre à l'école. Et ça, c'était mon cas aussi. À un moment, j'ai voulu même arrêter d'écrire. J'avais envie d'une vie plus secrète et plus invisible. En tout cas, vous en parlez avec des mots très forts parce que vous décrivez comme étant concentré, égocentré, embastillé dans un livre en cours. Vous dites que les librairies sont pleines de livres inutiles, sauf pour leur auteur. Oui, Euh, oui, c'est vrai. Moi, je ressens ça comme ça. Je pense que oui, en effet, on est terriblement, oui, on est terriblement égocentré.
Oui, je suis assez dure sur, enfin d'abord dure sur moi-même, hein, encore une fois. Hein. On n'a pas des personnalités, on n'est pas si intéressant que ça, les écrivains. Hein. Heureusement que vous n'avez pas arrêté parce que vous, en tout cas, vous m'avez donné beaucoup de plaisir à vous lire. C'était magnifique. Ouais, moi, bon, voilà, à quoi bon et puis il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie que de passer des heures à une table. Oui, Jardiner peut-être. d'autres manières en tout cas c'est tel que je le pensais, d'autres manières Mhm. de transmettre, de donner, d'offrir. Ouais. Est-ce que vous pensez en ça qu'Aimée a pu vous influencer? Est-ce qu'elle a eu est-ce que sa personnalité, sa manière son rapport à la nature, à cette école du ciel, c'est quelque chose qui a pu influer sur votre façon de faire aussi et de penser? C'est pas une influence, mais c'est un dialogue constant. Ouais. Toujours, j'ai profondément dialogué avec cette femme. En plus, j'habitais une maison dans laquelle elle était quand même passée. Oui, elle m'a appris deux choses. Elle m'a appris le désir elle m'a donné le désir de verticalité, c'est-à-dire ne plus se disperser dans l'espace. Il se trouve que j'ai beaucoup fait de voyages, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Donc là, elle m'a appris à, en fait, faire d'un seul lieu tout l'univers. Hein, donc passer macro au micro. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et elle m'a appris aussi une forme d'invisibilité, voilà, d'essayer voilà, d'intensité dans l'invisible. Enfin, je ne sais pas si je me laisse. Mais elle m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris auprès d'elle. Et ça continue, si je puis dire. Ouais. Alors, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé qui est assez amusant parce que Aimée, à un moment donné, tombe sur un questionnaire de Proust, justement. Est-ce que c'est un passage que, en tout cas, à lire, c'était très amusant. Est-ce que c'est un passage que vous avez aimé particulièrement écrire? J'ai adoré écrire ce passage, c'est totalement inventé. Hein. J'ai imaginé que. Et puis ça me permettait en même temps de lui donner une personnalité. Ça permettait donc que le lecteur, à travers ces questionnaires, pouvait rentrer aussi dans la malice, parce que c'est une femme très malicieuse. Donc j'ai inventé cela, évidemment. C'est un dispositif littéraire. Ah oui. Alors, c'est vrai que ça nous permet de mieux la cerner. Et si vous en êtes d'accord, j'aurais quelques questions à vous poser à la manière du questionnaire de Proust. Pourquoi pas, oui, oui. Alors, quelle est votre qualité principale? L'enthousiasme. On fait à chaud, hein, Quelle est... on a le temps pour. On a le temps pour. C'est pas tout le questionnaire de Proust, mais je vais reprendre exactement celui que vous avez posé à Aimée. Quelle est votre qualité favorite chez un homme? Chez un homme, le courage. Et chez une femme? Le courage aussi. Quelle est votre occupation favorite? Je pense rêver. C'est important pour un écrivain. Quel est votre principal trait de caractère? J'ai envie de dire l'obstination. Ouais, comme Aimée. Quelle est votre idée du bonheur? Qu'il puisse. Mon idée du bonheur. C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas ça. Le vent dans les cheveux. C'est joli. Et votre idée du malheur? Hein? Le malheur, c'est pas une idée. Ça, c'est moi qui le dis. Ouais. Mais c'est pas une idée, le malheur. Une idée. Non, c'est. Ouais. Plus léger, votre couleur et vos fleurs favorites? J'ai toutes ces couleurs. Et on va dire, j'ai une passion pour les roses. Oui. Et puis la couleur favorite, j'ai pas une couleur favorite, j'aime beaucoup le corail, entre le rose, l'orange, le rouge. On le voit. Oui, pas tout à fait, voilà, oui. Quel est votre héros dans la vie réelle? Mon héros dans la vie réelle, c'est. Il y en a peut-être plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, en effet, oui. Bah, c'est de la vie réelle, mais
je vais y penser parce que là, Ok. Il n'y a pas de question piège. On peut passer aux suivantes. On arrive à la fin. Votre héroïne dans la vie réelle, c'est peut-être la même chose. Peut-être que ça nécessite un peu de réflexion. oui, ça nécessite de la réflexion, puisque là, il y a entre les héroïnes dans la vie réelle, elles peuvent être décédées, mais c'est dommage de donner des héroïnes décédées. Et il n'y a pas qu'une héroïne. Si je vous dis Greta, la petite Greta, Ouais. vous direz, ah oui, c'est facile, mais c'est vrai que j'ai eu, Greta Thunberg, j'ai eu une admiration, une sidération. Je me dis, waouh, extraordinaire cet enfant. Donc, c'est pas ma seule héroïne, mais s'il y a un mot héroïne qui me vient, c'est son visage, quoi. Ouais. Et quel est votre poète favori? Ah, mon poète favori, j'en ai beaucoup, mais là, comme ça, je veux dire Apollinaire. D'accord. Et votre peintre favori? J'aime beaucoup la peinture, donc j'ai beaucoup de peintres favoris. Euh, J'aime trop la peinture pour réduire à un seul peintre, vous voyez. Je pourrais vous dire Tiepolo, je pourrais vous dire non Pascal, mais je pourrais vous dire Elisabeth Vigée-Lebrun pour les portraits, je Oui. pourrais vous dire Rochenko, je pourrais vous dire, je connais assez bien la peinture, c'est un univers que je connais très bien, donc soudain vous me posez une question qui ouvre euh, C'est non, très plus simple pour aimer parce que quand elle a lu cette question, elle n'en connaissait aucun. C'est ça qui est intéressant. exactement. Donc non, on peut pas. Quand on aime vraiment la peinture, je pense pas qu'on puisse avoir un peintre favori, vous voyez. Comme quand on aime jardiner, ce qui est mon cas, c'est difficile d'avoir une fleur favorite. Mhm. Quand on aime lire, c'est difficile d'avoir un écrivain favori. Vous voyez, C'est vrai. dans la, on est dans la gourmandise. Vous voyez, donc C'est vrai. hmm. Moi, je pensais que vous alliez peut-être me parler d'Aimé comme peintre favori. Non, 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 non. Pas mon peintre favori, c'est le peintre qui me touche. Mais encore une fois, c'est peut-être le mot favori qui me gêne un peu. C'est Mhm. quel est le peintre qui vous touche, oui. Mhm. Très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer, Aimée, ou pas du tout? Eh bien non, malheureusement, je ne l'ai rencontré que devant son cercueil. Malheureusement, c'est un peu comme je le marque dans le livre. Ça ne s'est pas inventé du tout. Je l'ai D'accord. connue sans savoir qu'elle était vivante dans un hôpital et je ne l'ai jamais vue. Je n'ai vu que son cercueil. Mhm. Donc ça, Je je vois crois, Nathalie. ça a ajouté aussi au désir d'en faire un livre aussi. C'est-à-dire, Mhm. voilà, ça a certainement créé le désir de la rencontrer d'une autre manière. Et Et c'est de ça, la faire connaître. oui, Très c'est bien. la magie de l'écriture. C'est qu'elle permet elle permet de la résurrection des morts. La magie de l'écriture. Nathalie, qui revient nous Oui, je voir. suis de retour parce que j'ai des questions à poser à Elisabeth. Et la première que j'ai envie de lui poser, c'est que beaucoup de personnes ont envie d'être enfermées dans une librairie. C'est leur rêve ultime. Vous, est-ce que ça serait plutôt d'être enfermé toute une nuit dans un musée Ah bah oui, tout à fait, oui, bien sûr. et d'en faire quelque chose? Parce que je sais qu'il existe ce projet d'enfermer des auteurs dans toute une nuit dans un musée pour qu'ils en fassent une œuvre. Est-ce que vous, ça serait votre truc ultime, ça? Est-ce que vous auriez envie de le faire? C'est amusant parce que quand j'ai reçu comme je suis critique, j'ai reçu la collection et j'ai trouvé ça formidable. Formidable. Et oui, oui, Oui. ça m'a tout de suite, je me dis waouh! Et j'ai tout de suite, oui, je trouve ça très, très. C'est une expérience qui est pour un écrivain, oui, passionnante. Mais bien sûr, oui, j'aimerais beaucoup le faire et je sais même où je voudrais le faire. Vous, ça serait quel musée, par exemple? Bah, ça pourrait être dans les musées un petit peu étranges, comme des musées les musées genre de Gustave Moreau, vous voyez, des musées où on sent qu'il y a des ombres, des présences, le musée Henner, les musées un petit peu secrets comme ça. Euh, voilà, des musées où les fantômes dorment la nuit, ou veillent la nuit.
Alors, moi, je sais que vous avez écrit des textes de chansons pour quelqu'un que moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est qui est plus facile? Écrire un texte de chanson ou un roman? C'est quoi? Vous préférez quoi, en fait? Ah bah, alors, il se trouve que bizarrement, euh, c'est très facile, ça a été très facile pour moi d'écrire des textes de chansons. Vraiment, ça venait d'une façon assez naturelle. Je le fais plus maintenant. Et puis, ce qui était surtout jouissif, c'est après d'entendre les paroles, les paroles mises en musique, quoi. Alors moi, je savais pas que c'était vous qui avez écrit donc pour Bertrand Burgala. Et c'est vrai que quand je suis allée écouter certains, je me dis, ah, mais finalement, c'est pas si... C'est bien. Finalement, ça vous va bien. Je trouve que ça colle bien. Les textes collent bien à votre personnalité. Et j'étais agréablement surprise. Je savais pas du tout que c'était vous qui écrivez certaines chansons pour lui. Donc voilà. Donc j'ai des questions. Alors des questions qui sont diverses et variées. Que se passe-t-il quand on a soudain plus envie d'écrire? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrête pas? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a dissuadé finalement de continuer? Et nous, on est ravis que vous continuez d'écrire. Parce que ça aurait été dommage. Qu'est-ce qui se passe quand on va arrêter d'écrire? Il se passe que c'est une question qui est très très intéressante. Hein. Il se passe qu'on se dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure à Julie, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de choses on peut la mettre à l'heure, si je puis dire. Parce qu'il faut quand même savoir que l'énergie pour écrire un livre, c'est énorme. C'est énorme. Et le livre, surtout aujourd'hui, hein, dans ce monde, il a 2 mois pour vivre. Hein. Donc c'est la ratio entre tout ce qu'on donne et la manière dont le livre et la vie courte du livre. Enfin, en tout cas, moi, telle que je la sentais. Hein. Voilà, donc j'ai eu une lassitude soudain. Et j'ai eu une lassitude aussi devant un livre et un autre. Je me disais, voilà, ma vie, ça sera des livres sur une étagère, un point, c'est tout. Enfin bon, il y avait quelque chose d'un peu sombre, un peu ténébreux et un peu triste. Et j'ai eu envie de me libérer de cela aussi, parce que écrire, c'est une malédiction. Hein. C'est une malédiction d'être écrivain. C'est vraiment une malédiction. Je vis parfois comme ça. On aimerait faire plein d'autres choses que d'être, comme j'ai été hier, toute la journée enfermée. Donc, c'est aussi pour sortir de la malédiction. Oui. Et quelles sont vos influences? Pardon. Non, non, je disais, quelles sont vos influences littéraires? Parce que finalement, quand on vous lit, vous êtes quand même très littéraire. Est-ce que vous avez des influences fortes, des auteurs qui vous ont marqué et que vous avez envie, pas de rendre hommage, mais vous êtes très littéraire, c'est vrai. Oui, oui, c'est... écoutez, j'ai beaucoup, il y a plein d'auteurs que j'écoute. Enfin, il y a quelques auteurs que j'ai côtoyés longtemps jusqu'à écrire autour d'eux. C'est Bataille, Georges Bataille. Donc c'est sûr que c'est très littéraire, c'est même très intello. J'ai beaucoup côtoyé des auteurs comme Simone Veil, la philosophe. J'ai une formation qui m'a fait côtoyer. Et donc ça, c'est ça. J'ai beaucoup côtoyé des gens comme Aragon. Comme Nietzsche, on est plus dans la philosophie, mais voilà, c'est des auteurs que je lis et que je relis sans cesse. Ça, c'est sûr. Donc, c'est peut-être ce qu'on peut dire assez littéraire. C'est vrai que mes livres, il y a toujours une part de réflexion. Je suis pas tellement je sais pas écrire. J'ai du mal enfin, peut-être là, j'ai un peu mieux, mais je suis pas vraiment une conteuse d'histoire. Plutôt dans l'ordre de la réflexion. Voilà, j'ai un côté philosophique, moraliste. Voilà, donc c'est peut-être ce qui vous donne la dimension un peu littéraire. C'est très réflexif. Oui, mais c'est quand même, quand on vous lit, c'est très agréable et voilà, il y a quand même une qualité littéraire et romanesque qui est très intéressante. Et vous situez-vous comment dans ce milieu littéraire? À part ou complètement fondu? Ça, je pense que tous les écrivains vous diront à part, hein, puisque les écrivains, le fantasme de l'écrivain, c'est de ne ressembler qu'à lui-même et d'être singulier. Hein. Donc, non, je ne veux pas dire une banalité, donc c'est un peu les deux. Je fais partie des écrivains, mais non, à part, c'est présomptueux de se dire à part. Là, vous disiez que vous aviez beaucoup travaillé pour ce texte, vous aviez mis du temps. Comment ça se passe avec votre éditeur? Vous travaillez beaucoup ensemble? C'est quoi votre relation avec votre éditeur?
Mon éditeur a ce fil merveilleux qu'il sait que il me laisse absolument, absolument tranquille. Donc, en 3 ans, je n'ai aucun contact avec mon éditeur. D'accord. Avec le seul. Seul avec un fouet, petite photo de Nietzsche, Lou Andra Salomé. Et donc, je me fouette tous les matins et j'avance comme si j'étais, voilà, je suis parfois une mule, parfois. Et c'est pour ça que je parlais d'obstination. Il y a un côté très orgueilleux aussi. Donc, je ne veux pas aller pleurnicher avec mon éditeur. Donc, D'accord. Et donc, il y a une question qui va un peu sur votre travail. Quel est le premier texte que vous avez écrit et qui vous a donné la sensation formidable de ce que donne l'écriture dans le meilleur moment de cette sensation, que donne l'idée qu'on a sa place en l'écrivant? le moment le plus exaltant, je crois que ça a été mon premier roman. C'est quand j'avais 24 ans que j'ai écrit ce livre avec la sensation vraiment de marcher sur des braises. Il s'appelait Corps de jeune fille. Certains d'ailleurs journalistes qui disent que c'est mon meilleur livre, c'est possible. En tout cas, c'est un livre qui est porté par l'inconscience et la folle audace de la jeunesse. Et après, plus on écrit, on gagne en conscience et peut-être qu'on perd en audace, c'est possible. Donc oui, c'est ce livre, c'est ce premier livre que j'ai écrit avec la sensation vraiment du danger, de la transgression. J'étais déjà une grande lectrice de Bataille et de Rousseau aussi. Donc je voulais m'inscrire entre Bataille et Rousseau, dans la transgression et dans l'introspection. Voilà. Et j'ai vraiment eu le sentiment de faire une œuvre là. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout j'ai plus du tout cette folle, inconscience et insouciance. J'ai une question sur votre titre. Pourquoi ce titre et quel rapport vous avez, vous, avec le ciel? Est-ce que le ciel vous apporte des choses? Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup photographier le ciel. Je trouve que le ciel est un tableau vivant de chaque instant. Quel rapport vous avez, vous, avec le ciel? Un rapport très intime. Dans un autre livre, d'ailleurs, qui s'appelait Heureux parmi les morts, je dis il faut toujours regarder le ciel. Je ne pense pas ne pas passer une journée sans regarder le ciel. J'ai aussi un rapport aux disparus qui est assez particulier. Donc, vous savez, on les situe un peu au-dessus de nous, même s'ils sont, je pense, plutôt autour de nous et à côté de nous. Donc, j'ai un rapport très intime, très quotidien au ciel. Et l'école du ciel, c'est parce que justement, pour moi, le ciel, c'est une école, c'est un enseignement. Un enseignement de transcendance, de spiritualité, parfois de calme, parfois quand on est angoissé, parfois d'espoir. Quand on a l'impression que tout est bouché sur cette terre. C'est pour ça. Pour moi, c'est un titre que j'ai trouvé très facilement, qui m'est venu. D'accord. Tout seul, ouais, comme ça. Ouais. Ce n'est pas le cas toujours des titres. Parfait. Alors, moi, je vais faire un conseil lecture, mais avant, je voudrais savoir si vous auriez un conseil lecture à donner à tous ceux qui nous regardent. Un conseil lecture à donner dans les livres, vous voulez dire Ce que vous récents? voulez. Ce que vous voulez. Un conseil d'Elisabeth Barillet. Un conseil d'Elisabeth Barillet. Là, je suis en plein plongé dans l'hindouisme et donc là, c'est pas, mais j'ai envie de dire, puisque je parlais d'Apollinaire, les lettres à Madeleine d'Apollinaire, parmi les plus belles lettres d'amour qui soient. Julie, toi, tu as un conseil à donner? Un conseil à donner, alors pas poche, non mais c'est celui-ci, hein. Mon dernier lu, c'est vraiment celui-ci et j'ai passé un excellent moment à le lire parce que effectivement, avec cette école du ciel, je trouve que ça appelle à prendre du recul, à se rapprocher plus de la nature, des gens, pas s'éparpiller. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai ressenti. Et tu disais, tu faisais état de la manière dont Elisabeth écrit. Et c'est vrai que c'est un livre qui a du style. Alors, j'en lis beaucoup. Je fais pas partie des lecteurs qui sont extrêmement sensibles au style. Pour moi, l'histoire aussi est très importante. Mais pour le coup, j'ai adoré votre style. Parce que c'est littéraire, ça nous emporte, ça nous invite à ce voyage, à cette réflexion. Et voilà, donc c'est vraiment un livre que je conseille. Juste peut-être si je peux ajouter un mot, c'est littéraire, mais un de mes grands efforts, c'est la clarté, justement. Bien sûr. Voilà, si je peux essayer de dire 2 mots sur la manière dont j'écris, c'est que pour moi, j'essaie de concilier la profondeur de la réflexion, la profondeur de la pensée, c'est le côté, voilà, ce que je me disais, philosophique, réflexif, avec la clarté de l'expression.
Pour moi, alors, rien ne m'ennuie plus que des livres profonds peut-être, mais incompréhensibles ou trop bavards. Voilà. C'est pour ça que mes livres sont parfois elliptiques. Et je vise vraiment, je vise une certaine pureté comme le calligraphe japonais. Vous voyez, c'est voilà. Donc ça me touche ce que vous dites, parce que le style littéraire, oui, c'est voilà, mais c'est clair. Il faut que ça soit clair et pur comme de l'eau de source. Je montrais le livre parce qu'il il est court et il est si dense. Parce que Oui. vous nous racontez ces deux histoires. Donc, on imagine effectivement le travail derrière pour parvenir à nous faire partager toutes ces vies. Que le travail ne se sente pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça aussi toute Ah, on ne la… le sent pas du tout. C'est très facile à lire. Bien sûr, si je peux dire. Hein, voilà, il faut que ça soit très frais. Elisabeth, j'ai une dernière question de dernière minute. Quel est votre livre Est-ce que vous avez une préférence pour l'un des livres que vous avez écrits? Parce que vous en avez écrit 25. Est-ce qu'il y en a un qui vous touche ou pas? Il y en a un que je trouve le plus… Oui, ça s'appelle À ses pieds chez Gallimard. C'est un récit qui se passe en Inde et où j'essaye d'interroger qu'est-ce que c'est que s'abandonner. Surrendering, s'abandonner à la vie, à l'amour, à la mort, à voilà. Étant moi-même une personne qui a du mal à s'abandonner, je suis assez corsetée, vous le voyez peut-être d'ailleurs. Et pour moi, c'est mon livre, en toute modestie, je pense que c'est le livre pour moi le plus abouti. D'accord. Assez Alors moi, j'ai fait un petit conseil poche. Ça s'appelle Mariage anglais. Je ne sais pas si vous l'avez lu, de Claire Fuller. Donc c'est un roman épistolaire qui est construit à rebours. Et donc mais c'est d'une délicatesse, d'une justesse, et c'est aussi très littéraire. Et je vous conseille vraiment parce qu'on passe par tous les états de l'amour, et c'est vraiment très intéressant. C'est Un mariage anglais au livre de poche de Claire Fuller. En tout cas, moi je voudrais dire aux gens qui nous ont écoutés que demain il faut absolument, ou ce soir si elles sont encore ouvertes, vous ruez dans les librairies, allez acheter L'École du ciel d'Elisabeth Barillet aux éditions Grasset, parce que vous allez passer un merveilleux moment, vous allez découvrir plein de choses, et surtout son écriture qui vaut vraiment le coup. Donc n'oubliez pas, allez acheter L'École du ciel dès demain ou dès ce soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Demain, moi je retrouverai à 19h Victor Laszlo, qui est aussi paru chez Grasset pour son livre qui s'appelle Trafiquante de colère. Mesdames, un grand merci, à très vite. Et puis surtout, Elisabeth, n'arrêtez pas d'écrire parce que ce serait vraiment dommage, parce que vraiment, vous nous permettez de lire de très bons romans. Merci beaucoup, Julie, et à très vite.